L'Europe vient de voter un objectif de zéro émission pour les voitures neuves à partir de 2035. Concrètement, pour vous, ça veut dire que si vous voulez une voiture neuve, vous n'aurez pas le droit d'acheter une voiture essence ou diesel. Vous serez obligé d'acheter une voiture électrique. Et beaucoup de spécialistes disent que c'est totalement irréaliste. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de la folie de la voiture électrique qui a pris l'Europe. D'autant plus qu'à partir de 2050, même si vous avez gardé votre voiture thermique, vous n'aurez plus du tout le droit de l'utiliser. Bref, pour parler de cette folie, eh bien, j'ai invité Christian Gérondeau, qui est l'auteur du livre « Voitures électriques et autres folies », disponible aux éditions L'Artilleur. Christian Gérondeau, bonjour. Bonjour. Donc, je vous ai invité pour votre livre qui est très intéressant. Et votre livre commence avec, en fait, un spécialiste de la voiture électrique, Elon Musk, qui avoue lui-même que finalement, la voiture électrique, c'est assez inefficace pour tout ce qui est déplacement longue distance et bornes de recharge. Mais je vous laisse en parler un peu plus que moi. Oui, absolument. La voiture électrique, il n'y a pas de problème quand on fait des distances courtes, quand on l'utilise pour aller travailler ou pour faire des courses. Mais une fois ou plusieurs fois par an, les enquêtes montrent, en France et dans d'autres pays, que les gens font des distances longues. Ils partent en vacances, ils vont en week-end, ils se rendent chez des amis pour un mariage, enfin que sais-je. Et là, la voiture électrique, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que si vous faites des distances importantes, vous êtes obligé de prendre une autoroute. Et le trafic sur les autoroutes, surtout en période de pointe, il est énorme. Eh bien, on s'aperçoit qu'il est absolument impossible à ce moment-là de recharger toutes les voitures qui empruntent une autoroute. Je vais prendre un exemple français, puis après on parlera d'Elon Musk et de la Californie, parce que c'est très intéressant. L'exemple français, prenez l'autoroute de la vallée du Rhône, les jours de pointe, vous avez 10 000 véhicules à l'heure. Et comme sur autoroute, on consomme plus que sur route, il faut recharger assez fréquemment. Tous les 200 km, il faut recharger votre voiture. Et les bornes qu'on appelle rapides, ce qui est un peu une plaisanterie, puisqu'il faut une demi-heure, vous permettent de recharger à 80% votre véhicule. Mais s'il y a 10 000 véhicules à l'heure, vous voyez bien qu'il va falloir des milliers de bornes. Et ces milliers de bornes, on n'a pas les places pour les mettre. Et en plus, il faudrait, pour les alimenter en électricité, tenez-vous bien, les calculs le montrent, construire une centrale nucléaire tous les 100 km d'autoroute. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture électrique, on peut s'en servir pour des déplacements quotidiens, mais que la plupart des gens, de temps en temps, une fois ou plusieurs fois par an, ont besoin de cette voiture, la même, pour des déplacements longs, et qu'à ce moment-là, la voiture électrique, ça ne marchera pas parce que les autoroutes ne peuvent pas les accepter. Alors, bon, vous pouvez être sceptique quand vous m'entendez, vous avez le droit, s'il n'y avait pas quelqu'un qui disait exactement la même chose. Et cette personne, c'est tout simplement Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le propriétaire des voitures Tesla, qui s'est rendu compte en Californie, à l'occasion des vacances qu'on appelle Thanksgiving, là aussi, les Américains veulent prendre leur voiture, qu'ils ne pouvaient pas assurer leur recharge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a 2 ans, et l'année dernière encore, il y a des gens qui ont dû passer la nuit dans leur voiture, parce qu'il n'y avait pas de borne disponible. Et c'est d'autant plus stupéfiant, si l'on peut dire, que pour l'instant, les voitures électriques en Californie et dans le reste de l'Amérique, c'est 1% du parc. Donc Elon Musk n'est pas capable de fournir l'électricité pour 1% du parc des voitures américaines. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière? Comme il est intelligent, ça on peut le reconnaître, hein. On n'est pas l'inventeur des fusées qui se reposent toutes seules sans être intelligent, et même très intelligent. Eh bien, il a dit tout simplement, écoutez, ne prenez pas vos voitures électriques pendant la journée, je vous offre la recharge gratuite pendant la nuit.
Alors, évidemment, les gens ont très bien compris le message. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Mais ça voulait dire, prenez pas votre voiture électrique si vous voulez rouler pendant ces périodes Thanksgiving, pendant ces périodes de grands déplacements. Prenez votre voiture à essence, parce que il faut bien voir que les acquéreurs de voitures électriques, Tesla et les autres, ont plusieurs voitures aux États-Unis, non pas qu'une voiture. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont tous utilisé leur SUV, leur grosse voiture, et il n'y a pas eu cette année d'encombrement aux bornes, puisque les gens n'avaient pas utilisé leur voiture électrique. Et donc, on a la démonstration apportée par M. Elon Musk lui-même qu'il est incapable d'assurer la recharge de 1% du parc. Vous vous rendez compte? Alors l'Europe vient de décider de passer à 100% de voitures électriques. Ça n'a aucune chance de fonctionner. Et c'est quelque chose qui est absolument stupéfiant de voir le degré d'aveuglement de nos dirigeants. À la fois d'ailleurs, s'agissant de l'Europe, du Parlement européen et de la Commission et des gouvernements, tout le monde a voté pour la voiture électrique, qui est absolument impossible. Et donc, on va vers des périodes qui vont être intéressantes à voir et qui vont être très difficiles pour les constructeurs. Ouais. Et alors, pour compléter ce que vous dites, là, je suis allé voir, moi, ce que disaient justement les constructeurs sur les bornes électriques. Et aujourd'hui, on a 60 000 bornes en France. Et donc, pour arriver en 2035, voire même à l'objectif, parce que l'objectif final est 2035, mais il y a plusieurs étapes avant. Mais pour arriver déjà à l'objectif de 2030, il faudrait 1 million de bornes. Donc, il faudrait qu'on passe de 60 000 bornes à 1 million de bornes, ce qui est absolument énorme, surtout que les bornes, d'après des études universitaires, elles ne sont pas rentables. Ça veut dire que aucun privé va se mettre à faire des bornes puisqu'il n'y a pas de rentabilité là-dedans, ou alors il va vous vendre l'électricité au prix de l'essence, donc ça faudra que vous l'acceptiez, et ça sera donc au public de les faire, ce qui veut dire que là, vous paierez en tant que contribuable la mise en place des bornes. Et puis 1 million de bornes au lieu de 60 000, c'est gigantesque. Et la deuxième chose que disent les constructeurs, eh bien, c'est qu'un jour de grand départ, comme le Thanksgiving américain dont vous parliez, si on veut pouvoir fonctionner, ou un départ en week-end, un week-end de 3 jours, un week-end prolongé, eh bien, si on veut pouvoir recharger les voitures dans des conditions normales, comme on fait aujourd'hui avec les pompes à essence, eh bien, il faudrait 70 bornes ultra rapides par station-service. Donc 70 bornes ultra rapides par station-service, on voit bien que c'est complètement irréaliste, quoi. Avec un petit bémol, c'est que ces bornes ultra rapides, c'est une plaisanterie de les appeler ultra rapides. Il faut une demi-heure pour les recharger, pour recharger les batteries à 80% seulement. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne peut rien. Ce sont les lois de la physique. Parce que dans un câble électrique, vous transportez 40 fois moins d'énergie que dans un tuyau qui alimente un réservoir diesel ou un réservoir essence. Et donc, si vous voulez aller plus loin, il faudrait avoir non pas des câbles électriques, mais des espèces de poutres pour pouvoir transporter l'électricité. L'électricité se transporte beaucoup plus mal, finalement, en termes d'énergie, que ce qui se passe avec le pétrole et avec l'essence et le diesel. Et tout ça, et vous avez eu raison de le dire, ça ne pourrait fonctionner qu'aux frais du contribuable, parce que ce n'est pas rentable pour le secteur privé, et ça s'ajouterait aux subventions qu'on donne déjà aujourd'hui aux acquéreurs de voitures électriques. Donc ça ne peut pas durer, parce qu'on ne va pas éternellement subventionner en réalité les gens aisés, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des gens n'auront pas les moyens d'acheter des voitures électriques. Ils continueront à acheter des diesels, souvent d'occasion, ou des voitures à essence. Donc tout le système qu'on met en place supposerait qu'on contribue indéfiniment à subventionner les utilisateurs de voitures électriques. Et je le répète, ce sont les plus aisés. Parce que pour acheter une voiture électrique, en réalité, il faut avoir une autre voiture à côté, parce que sans ça, vous ne pourrez pas partir en vacances ni en week-end. Donc on est un peu dans un monde de fous, il faut bien le reconnaître. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, les utilisateurs de voitures qu'on appelle thermiques, à essence ou diesel,
alimente le budget de l'État et des États européens dans des proportions énormes par les taxes qui sont prélevées. Et là, à nouveau, il n'y aurait plus de recettes, puisque déjà, on aurait du mal à alimenter en électricité, on ne va pas en plus taxer cette électricité. Tout ça n'a pas été regardé une seule fois, et finalement, on va vers un échec retentissant. Ce qui est très grave, c'est que les constructeurs disent qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'obéir au gouvernement, ils vont construire des usines pour fabriquer des voitures qui n'auront pas d'acheteurs. C'est ça le plus étonnant. Oui, oui. Et malgré tout, donc le Parlement européen vote cette loi donc pour que les voitures neuves soient 100% électriques à partir de 2035, c'est-à-dire RIP, enfin terminé pour le biocarburant, terminé pour les hybrides, c'est vraiment du 100% électrique. Et effectivement, c'est un risque gigantesque pour les constructeurs parce que j'ai vu un article dans les Échos qui parle d'une étude qui montre qu'il y aura quand même 275 000 emplois perdus à cause de ça, parce qu'on a besoin de beaucoup moins de monde pour fabriquer une voiture électrique que pour fabriquer une voiture thermique. Donc ça fait quand même 275 000 emplois en moins. Et puis, un challenge pour les constructeurs, parce qu'aujourd'hui, les électriques plus les hybrides, et on n'aura plus le droit aux hybrides, hein, mais aujourd'hui, les électriques plus les hybrides, c'est 18% des ventes de voitures neuves. Donc, on doit passer en 12 ans de 18% à 100%. Donc, c'est un sacré choc. Oui, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il n'y aura pas d'acheteurs, parce que c'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, les gens qui achètent une voiture, la plupart du temps, ils n'ont qu'une voiture. C'est une minorité qui a 2 voitures ou 3 voitures. Donc, la plupart du temps, les gens diront, je n'achète pas une voiture électrique qui ne me permet pas d'aller, je sais pas où, en Normandie ou sur la Côte d'Azur, si j'ai envie. Et donc, qu'est-ce qu'ils feront? Ces gens, ils garderont les voitures thermiques, parce qu'on les interdira de circulation, si j'ai bien compris, en 2050. Enfin, là, on est dans le rêve. Mais ils garderont leurs voitures anciennes, leurs voitures d'occasion, ils n'achèteront pas des voitures électriques. Donc ça, on s'est imaginé que les gens continueraient à acheter des voitures neuves. Non, ils n'achèteront pas. Sauf les gens très aisés qui ont plusieurs voitures et qui peuvent se permettre d'avoir une voiture électrique pour les déplacements quotidiens et une autre voiture s'ils veulent aller plus loin. Donc on est là dans un monde un peu fou, pour pas dire tout à fait fou. Et pourquoi? Alors là, c'est autre chose. Pourquoi cette folie, cet engouement pour la voiture électrique? Soi-disant, c'est pour sauver la planète. Alors là, c'est un autre aspect des choses qui est quand même assez étonnant, c'est que ça sauve pas du tout la planète. D'abord, il faut des terres rares qu'on ne sait pas aujourd'hui extraire et dont l'extraction est très difficile et très coûteuse. Il faut du lithium, du cobalt, du nickel en grande quantité. Ça, c'est un premier aspect des choses qui n'est pas du tout favorable à la planète. Et puis, il y en a un autre, c'est que l'objectif, c'est de supprimer les émissions de CO2 qui sont ou qui seraient responsables du réchauffement climatique. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que, bien sûr, il n'y a pas de pot d'échappement sur une voiture électrique. Mais l'électricité utilisée, il faut bien qu'elle soit fabriquée quelque part. Et la plupart du temps, pas en France d'ailleurs, mais par exemple en Europe, ou en Chine, ou en Inde, cette électricité, elle est fabriquée avec du charbon ou avec du gaz naturel. Ce qui fait qu'on a fait que déplacer les émissions. Les émissions de CO2, elles ne se produisent pas sur le pot d'échappement, il n'y en a plus pour l'échappement de la voiture électrique, mais elles se produisent dans les centrales qui ont fabriqué l'électricité et dans celles qui ont permis de fabriquer les batteries. Ça aussi, c'est très générateur d'émissions de CO2. Alors quand on fait le bilan total, on s'aperçoit qu'on ne réduit pas les émissions de CO2 et donc on se demande vraiment pourquoi à ce moment-là cet engouement pour la voiture électrique. C'est tout simplement que les gens qui ont fait les règlements n'ont pas réfléchi une minute à ce que je viens de vous dire, à savoir que le CO2 qui ne sera pas émis quand la voiture roule, il sera émis quand on produit l'électricité utilisée par la voiture et qu'à la fin, ça ne changera rien du tout. Oui, puisqu'il pose aussi un problème, c'est le problème des ressources. C'est que est-ce qu'on aura assez de ressources pour effectivement produire les voitures électriques, parce que il y a des ressources, je l'ai dit, il y a les terres rares, il y a les minerais et l'électricité. Et j'en ai parlé dans une vidéo cette semaine. On a une étude de l'université de Louvain
qui montrent que, par exemple, il faudra 35 fois plus de lithium qu'aujourd'hui pour arriver aux objectifs en 2035. Il faudra 26 fois plus de terres rares, il faudra 3 fois plus de cobalt, il faudra 2 fois plus de nickel, 33% d'aluminium en plus. Enfin, on est sur des chiffres absolument gigantesques et on peut se demander si on aura ce qu'il faut. Puis il y a aussi la production d'électricité. On voit que actuellement les gouvernements, Engie, EDF, Total nous disent surtout économiser l'électricité actuellement parce que on va manquer de gaz, on va pas pouvoir vous chauffer cet hiver. Et les mêmes nous disent, il faut absolument que vous mettiez à la voiture électrique. Mais si on se met à la voiture électrique, on va consommer plus d'électricité, alors ils sont déjà pas sûrs de pouvoir nous chauffer cet hiver et ils veulent qu'on consomme d'électricité en grande quantité pour les voitures. Et juste un dernier chiffre, la production d'électricité d'ici 2035, pour pouvoir atteindre ce fameux objectif de l'Europe, c'est 70% d'électricité de plus qu'aujourd'hui. En 12 ans, il faut qu'on fabrique 70% d'électricité de plus. Quand on ne sait pas si on va réussir à chauffer cet hiver, c'est vraiment ridicule. Enfin, on est bien d'accord, mais il faut bien voir qu'il y a des intérêts derrière tout ça. Parce que l'objectif que vous venez de rappeler, 70% d'électricité de plus, qui est un objectif tout à fait irréaliste, il justifie quoi? Il justifie les énergies renouvelables, il justifie les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, parce que s'il n'y a pas de consommation d'électricité de plus, on n'a besoin de rien du tout en France. On a nos centrales nucléaires qui ont été construites il y a 30, 40 ans, mais qu'on peut prolonger. Les mêmes aux États-Unis, elles sont prolongées à 100 ans. Et donc, on n'a pas besoin de couvrir nos territoires d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques. Et d'ailleurs, il y a là quelque chose que les gens ignorent, les dirigeants entre autres, c'est que depuis 20 ans, la consommation d'électricité en France et en Europe a cessé d'augmenter. Elle est plutôt sur une pente descendante. Et c'est assez normal, vous savez, c'est une évolution très classique, qu'on appelle ça la courbe en S. Vous avez un phénomène, par exemple la circulation routière, c'est pareil. Au début, il y a très peu de gens qui ont des voitures, et puis la circulation augmente très vite, et puis il y a un moment où elle arrête, elle n'augmente plus. C'est ce qui se passe d'ailleurs en France, également depuis 20 ans. Pourquoi? Quand vous avez 80% des gens qui vont travailler en voiture, vous ne passerez pas à 160%. On peut conduire qu'une voiture à la fois. Et en électricité, quand vous avez une machine à laver le linge, vous n'allez pas en acheter 3. Une seule, ça suffit. Et puis vous avez des ampoules LED qui consomment 10 fois moins que les ampoules anciennes. Donc, en réalité, la consommation d'électricité en France et en Europe n'a aucune raison d'augmenter. Ce qui veut dire que les projets de centaines de milliards d'euros de dépenses prévues, soit pour faire des éoliennes, soit même pour faire des centrales nucléaires nouvelles, n'ont aucune raison d'être. Donc vous voyez bien que c'est tout l'édifice sur lequel vit l'Europe et la France depuis des années qui se trouve écroulé. À partir du moment où les voitures électriques, c'est impossible, il n'y aura pas d'avenir, on n'a pas besoin d'électricité en plus. La voiture hydrogène, d'ailleurs, c'est plutôt pire que la voiture électrique de ce point de vue-là. Donc on n'aura pas besoin d'électricité en plus. Et à partir du moment où on n'a pas besoin d'électricité en plus, on n'a pas besoin d'engager des dépenses considérables, soit pour faire des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, soit pour faire des centrales nucléaires nouvelles. Et donc, on n'a pas besoin de dépenser plus et d'augmenter les tarifs de l'électricité. Donc, vous voyez que c'est tout le dispositif que j'explique dans mon livre, tout le dispositif économique européen qui se trouve mis par terre par ce dossier de la voiture électrique. Oui, parce qu'on augmente les tarifs de l'électricité pour permettre à l'éolien et au photovoltaïque pas d'être compétitifs, mais au moins de vendre leur électricité. Parce que si on se concentrait uniquement sur le prix de l'électricité, du gaz ou des barrages hydrauliques ou du nucléaire, eh bien, le photovoltaïque et l'éolien n'auraient absolument aucune chance de fonctionner. C'est bien ça. C'est tout à fait ça, d'autant plus que l'éolien, comme le photovoltaïque, ne fonctionne pas 100% du temps. Les photovoltaïques, les cellules, ne produisent pas beaucoup d'électricité pendant la nuit, et ni même les jours d'hiver. Et l'éolien, quand il n'y a pas de vent,
il ne produit pas non plus d'électricité. Donc, tout ça est absolument surréaliste, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites de l'éolien ou du photovoltaïque, il faut tout en double. Il faut que vous ayez d'un côté les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, mais de l'autre côté, une centrale à charbon ou à gaz qui prend le relais quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil. Donc, il faut tout en double. Et c'est très simple. La conséquence, c'est que vous doublez les tarifs de l'électricité. C'est exactement ce qui se passe en Allemagne. Donc, c'est une évidence, mais une évidence de plus qui n'est pas comprise par nos dirigeants et qui nous conduit à ce phénomène tout à fait inquiétant d'une augmentation sans fin des tarifs électriques, sans aucune justification. La seule véritable justification, c'est l'intérêt des promoteurs de ces énergies renouvelables, qui en réalité sont avant tout des énergies intermittentes et encore une fois, qui exigent, quand il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil, d'avoir à côté d'autres centrales, d'avoir donc tout en double. Et quand je dis que les tarifs vont être doublés, avec les prévisions actuelles, j'ai regardé, c'est plutôt quadruplé. C'est absolument sidérant si on met en œuvre les politiques qui reposent sur la voiture électrique et qui reposent sur l'utopie qu'on puisse se passer les énergies fossiles, c'est-à-dire du pétrole, du charbon et dans certains pays du gaz. Et alors, justement, il y a aussi ce problème de prix dans la voiture électrique, c'est-à-dire que, évidemment, il y a le prix de l'électricité qui augmente, mais qui pour l'instant est quand même beaucoup moins élevé que celui de l'essence. Mais il y a aussi le problème de toute la fabrication de la voiture. Je ne sais pas si vous avez étudié cet aspect-là des choses. C'est-à-dire qu'il faut construire des usines nouvelles. Ce ne sont pas les mêmes technologies, c'est pas impossible, mais encore une fois, alors ça nécessite des centaines de milliards d'euros au niveau de l'Europe et des dizaines de milliards d'euros au niveau d'un pays comme la France. Mais le problème, je reviens un petit peu sur ce que nous disions, c'est qu'il n'y aura pas d'acheteurs pour ces voitures. Encore une fois, la plupart des gens n'achèteront pas une voiture qui ne leur permet pas de partir en vacances et qui n'est valable que si vous faites des trajets urbains ou périurbains. Et d'autant plus qu'à partir du moment où vous partez un peu loin, vous allez prendre des autoroutes. Et sur les autoroutes, vous consommez beaucoup plus qu'en ville. Parce que la consommation d'électricité, elle augmente très très vite. Pratiquement, si vous roulez à 130 à l'heure sur la vitesse normale, sur les autoroutes européennes, vous allez consommer 2 fois plus d'électricité que si vous roulez en ville à 50 km/h, 2 fois plus par kilomètre parcouru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autonomie, quand vous prenez tout en compte, l'autonomie sur une autoroute de longue distance, quand vous partez de Paris, vous allez sur la Côte d'Azur, elle n'est pas du tout de 500 ou 600 km, qui sont les normes officielles, elle est 3 fois plus faible. Donc il faut recharger très fréquemment. Et ça aussi, là je dirais c'est un mensonge. Bon, qu'on dise, quand vous prenez les normes officielles d'autonomie, c'est officiel, c'est européen, c'est reconnu comme ça, eh bien, la vitesse moyenne que vous prenez en compte, elle est de 50 km/h. Mais si vous roulez sur autoroute, vous ne roulez pas à 50 km/h. Ce qui fait que ces normes officielles sont mensongères. Elles sont valables pour des trajets urbains, pas de problème. Si vous allez travailler à 15 km de chez vous, c'est valable. Mais par contre, dès que vous allez un petit peu loin, il faut diviser les normes officielles par 3. Et encore, ça, c'est les jours où il n'y a pas de vent. Mais si par exemple vous êtes, on parlait de l'autoroute du Rhône, de la vallée du Rhône, et que vous avez un Mistral en face de vous, c'est par 5 qu'il faut diviser les normes officielles. Donc on est là aussi dans le domaine du mensonge. Oui, puis on a un véhicule qui à l'achat coûte beaucoup plus cher, je crois que c'est 50% plus cher, parce que et dont le prix va continuer à augmenter, puisqu'on aura besoin de plus en plus de terres rares et des minerais. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Et du coup, le prix des terres rares et le prix des minerais va exploser. Voilà, c'est quelque chose d'absolument évident. Donc, on a un prix qui va beaucoup augmenter. C'est très probable. Et puis, il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué. Les batteries, ça pèse extrêmement lourd. Une batterie d'une voiture électrique moyenne, c'est de l'ordre de 400 kilos.
Ça veut dire que c'est comme si vous transportiez 5 personnes de plus. Alors qu'en réalité, vous transporterez toujours 1, 2 ou 3 personnes, ou 4 que si vous partez en vacances. Donc, et si vous avez un véhicule plus lourd, ça veut dire qu'il coûte plus cher, parce qu'il faut plus d'acier, il faut plus d'aluminium, et que, évidemment, il va consommer plus d'énergie. Donc, les voitures électriques, je dirais, le premier passager des voitures électriques, c'est la batterie, et c'est une batterie dont on ne sait pas réduire le poids. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas au courant du dossier, mais ils vous disent oui, d'accord, c'est vrai, les batteries, ça pèse très lourd, mais oh là là, le progrès est tellement rapide que dans 10 ans, 15 ans, on aura des petites batteries et qui vont avoir la même capacité en énergie que les grosses batteries d'aujourd'hui. Et ça, c'est faux, parce qu'il y a des lois de la physique. Un ion, parce qu'on a des batteries qui s'appellent lithium-ion, parce que dans les batteries, il y a des ions qui circulent. Mais un ion, ça correspond à un électron. Et un électron, on peut faire ce qu'on veut, il faut qu'il y ait la matière correspondante. Et donc, on ne peut pas, ça fait plus de 2 siècles qu'on a inventé les premières batteries, les premières piles. C'est un Italien qui s'appelle Volta, c'est pour ça qu'on parle en volt d'ailleurs, qui a inventé en 1800 les premières batteries. Et pratiquement, on n'a pas progressé depuis, parce qu'on ne peut pas et on ne pourra jamais faire des batteries légères, compactes et qui contiennent beaucoup d'énergie. C'est les lois de la physique, et ces lois, on ne peut pas les changer. D'accord. Et donc, pour vous, quel est le... Alors, je rajoute à ça qu'en plus, sur le prix, à mon avis, là, vous en aviez parlé tout à l'heure, mais ça m'étonnerait que l'État ne récupère pas la TIPP quelque part. Parce que pour l'instant, il prend 60% de la valeur de votre plein d'essence, ça lui rapporte énormément d'argent, et qu'il abandonne totalement cette recette fiscale qui est gigantesque, ça paraît... je crois que c'est la deuxième recette fiscale juste après la TVA. Donc, ça paraît complètement fou, et il trouvera un moyen, une fois que tout le monde sera équipé de voitures électriques ou qu'il y en aura beaucoup, de taxer ça pour Oui, alors pouvoir se remettre. vous imaginez les risques de fraude. Vous aurez l'électricité pour vous éclairer ou pour vous chauffer qui aura un prix, et l'électricité pour la voiture électrique aura un autre prix. Et là, c'est très facile d'établir une connexion entre les deux. C'est irréaliste, c'est impossible. Mais c'est vrai que l'État ne pourra pas se priver des recettes qui touchent aujourd'hui sur le pétrole, sur l'essence et sur le diesel. Alors il inventera des taxes ailleurs, et c'est toujours les mêmes qui paieront. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera toujours les contribuables. Et surtout, et ça c'est un point très important, les contribuables les moins fortunés. Parce que si vous prenez par exemple le prix du carburant, et on l'a bien vu avec les gilets jaunes, ça touche beaucoup plus le prix du diesel ou de l'essence, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui habitent à la campagne, qui font beaucoup de kilomètres, que les gens qui habitent au centre de Paris, qui prennent le métro, qui est très subventionné, et qui payent presque rien. Donc, ce système qui consiste à taxer la voiture, il est avant tout au détriment des gens les plus pauvres. Et j'allais dire au bénéfice des gens les plus riches. C'est profondément injuste. C'est un Robin des Bois inversé, en fait. L'État taxe les pauvres pour redistribuer aux riches. C'est vraiment exact. En matière tout le de phénomène de la transport, voiture c'est électrique. exactement ça. C'est un chapitre que je développe là dans mon livre que vous évoquez. J'ai consacré un chapitre au transport, et c'est tout à fait net. Ce sont les pauvres, si vous prenez le système de transport, notamment par les taxes sur les carburants, qui favorisent les riches. Par exemple, le TER, ou mettons le TGV. On sait très bien que les gens qui empruntent les TGV, c'est les cadres, c'est les gens qui ont des moyens. Et le TGV est subventionné. Et qu'est-ce qui paye les taxes qui vont subventionner le TGV, le TER, etc. C'est les gens qui, en proportion de leurs revenus, sont les plus affectés, c'est-à-dire les moins favorisés. On est dans le système que vous évoquez à l'envers, où ce sont les pauvres qui subventionnent les riches. Eh bien, Christian Geordeau, je vous remercie pour cette interview. Je rappelle votre livre, donc La voiture électrique et autres folies, qui est aux éditions L'Artilleur. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller l'acheter aux éditions L'Artilleur.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la et je vous dis à très bientôt.